10 années à la tête de la capitale du plus beau pays du monde, ça se célèbre. Voici donc notre présent pour Madame Anne Hidalgo, un florilège des pires décisions qu'elle a prises en étant maire de Paris. C'est cadeau. Native de San Fernando en Espagne, Anne Hidalgo grandit à Lyon et prend sa carte au Parti Socialiste en 1994 à l'âge de 35 ans. Elle travaille ensuite dans 3 cabinets ministériels du gouvernement Lionel Jospin et en 2001, elle débarque à la mairie de Paris aux côtés du nouveau maire Bertrand Delanoë. C'est en 2014, après divers postes en politique que j'ai la flemme de narrer et plein de défaites dès qu'elle tente d'obtenir la direction d'un arrondissement, qu'elle est élue maire de Paris alors que la droite était majoritaire en nombre de voix. Vive le scrutin particulier de la Ville Lumière. Maintenant que les présentations sont faites, voyons à quel point Hidalgo a réussi à saccager Paris. Bon, déjà, je tiens à préciser que ce n'est pas un classement, je vous laisse le soin de décider en commentaire ce que vous considérez être sa pire décision, perso j'ai pas réussi à choisir. Le massacre des espaces verts, donc, c'est l'inverse de ce qu'avait promis cette écolo qu'est Hidalgo lors de sa campagne. Ce qu'elle annonçait, 170 000 arbres plantés et 300 hectares d'espaces verts supplémentaires en 15 ans, avec notamment des projets de forêt urbaine. Bilan, à l'été 2023, la mairie de Paris annonce avoir planté 63 500 arbres et créé 30 hectares d'espaces verts. J'aurais presque envie de les féliciter. Bravo! Sauf qu'un truc dans lequel Anne Hidalgo excelle, c'est la bidouille des chiffres, ni vu ni connu. Et vas-y qu'on comptabilise comme arbre des pousses de 50 cm ou même, tenez-vous bien, des glands. Et vas-y qu'on essaie de faire passer l'ouverture au public de certains espaces verts pour des espaces verts nouvellement créés. Et vas-y qu'on compte des jardins quand il n'y en a pas, comme sur les quais de Seine. Et vas-y qu'on comptabilise les cimetières comme des espaces verts, comme si on allait pique-niquer entre la tombe de Pépé et celle de Mémé. Qu'en est-il lorsqu'on regarde les chiffres de plus près ? Eh bien, en 2023, selon Valérie Montandon des Républicains, qui dit se baser sur les données en open data de la ville de Paris, le solde entre les arbres abattus et les arbres plantés était de 526. On est loin des 63 500. En plus des arbres abattus, il y a ceux qui ne survivent pas. Entre 61% et 84% des jeunes pousses meurent au bout de 12 ans, selon plusieurs spécialistes, qui avaient alerté sur la méthode des forêts Miyawaki qu'utilise la capitale. Quand la densité de plantation est trop forte, les arbres plantés ne peuvent pas tous arriver jusqu'à l'âge adulte. C'est aussi ce que dénonçait un militant de la GNSA en montrant une douzaine d'arbres nouvellement plantés dans le 15e qui sont déjà morts car plantés à 50 cm des bâtiments et absolument pas entretenus. Enfin, la mairie de Paris refute le terme de manque d'entretien. Elle parle de nature spontanée, de rue comestible, plein de mots mignons pour désigner les mauvaises herbes, les friches et les jardins laissés à l'abandon qui se transforment en point de deal. Le truc que les écolos bobos de la mairie de Paris, qui n'ont jamais touché un râteau de leur vie, n'ont pas compris, c'est que la nature en ville, eh bien elle est instable, précaire et non durable sans la main de l'homme. On se retrouve donc avec des photos avant-après de jardins autrefois verdoyants et fleuris qui sont aujourd'hui en perdition, et Paris reste à l'échelle de la France, la grande ville la moins bien dotée en végétation, et à l'échelle de l'Europe, la ville où le risque de mourir de chaud en cas de canicule reste le plus élevé. Donc, petit conseil aux Parisiens qui recherchent de la verdure, déménager. La commission de Vieux-Paris a été créée en 1897 pour rechercher les vestiges du Vieux-Paris, constater leur état actuel, veiller à leur conservation, suivre les fouilles qui pourront être entreprises et les transformations jugées indispensables. En gros, c'est un contre-pouvoir important en matière d'urbanisme dans la capitale, puisqu'à la base, elle était indépendante vis-à-vis de la mairie, comportant parmi ses 55 membres 40 experts de Paris, scientifiques, artistes, professeurs, etc. En 2019, la commission s'était par exemple élevée contre le projet de modernisation de l'Hôtel-Dieu validé par la mairie. En 2014, Hidalgo avait voulu la réformer, mais face au tollé qu'elle s'était pris de la part de l'opposition, elle avait dû reculer. Sauf qu'en 2020, pendant la crise sanitaire, elle y parvient enfin. Le nombre d'experts baisse à 25, c'est la maire qui les sélectionne, et la durée de leur mandat est divisée par 2. Pourquoi est-ce que ça pose problème ? Eh bien parce que notre cher Hidalgo se fout complètement du patrimoine historique de la capitale. Les églises parisiennes, dont 80% sont la propriété de la mairie, sont laissées à l'abandon, notamment leurs peintures murales. Ils ne sont restaurés que quand l'urgence due aux menaces sur la sécurité des personnes physiques oblige la ville à intervenir. Viennent ensuite les fontaines historiques de la ville Lumière, qui pour plus de la moitié, selon une enquête de la Tribune de l'Art, sont hors d'eau et elles aussi laissées à l'abandon. Au moins la mairie s'occupe bien de la Dame de Fer. Gustave Eiffel recommandait de la peindre tous les 7 ans pour éviter la rouille. Le dernier coup de peinture date de 2010, mais rassurez-vous, elle sera repeinte pour la première fois sous le mandat d'Hidalgo à l'occasion des JO, d'une couleur jaune-brun, la préférée de Gustave. Et puis on a bien sûr la disparition du mobilier historique parisien datant du Second Empire et érigé par les équipes de Gabriel Daviou pour donner une identité visuelle à une ville alors hétérogène. Adieu les kiosques à journaux façon Daviou, bonjour les kiosques à journaux façon Crasset, qui ressemblent maintenant à des bonnes vieilles poubelles. Adieu les jolies grilles d'arbres Daviou, bonjour les affreux bacs de terre devenus des charges publiques auxquelles la mairie a finalement renoncé. Adieu les élégants bancs à double assise et bienvenue au banc Mikado, champignons, granit. Je sais qu'être conservateur en 2024 ça revient à être nazi, mais est-ce qu'on peut au moins conserver le bon goût? Alors, je sais que la frontière entre art contemporain et immondice est fine et qu'on ne sera pas tous d'accord sur ce qui est moche ou pas, mais les uri-trottoirs, pourquoi? Déjà que l'idée de base est sacrément zadiste, mais le rouge vif qui se voit à 2 km, c'était nécessaire? Les parclettes,
Sérieux les gars, on est à Paris ou à Notre-Dame-des-Landes? Bon, et puis comme on parle de ZAD, je suis obligée d'inclure le parc naturiste au Bois d'Ancennes. Hein. Rien de moche, mais quelle idée. Quelle idée. On continue avec les abris sécurisés pour vélo. Bon, c'est moche, mais au moins c'est pratique, hein, je leur accorde ça. On parlait juste avant de fontaines, et bien voilà à quoi ressemblaient autrefois les fontaines des Champs-Élysées. Trop classique, hein, donnez-moi du cristal, du bronze, des LED, surélevez-les-moi, hein, histoire qu'elles fassent 13 mètres de haut et qu'elles dénaturent l'avenue la plus célèbre de France, et faites-les financer à plus de 60% par l'Émirat du Qatar, hein, qui apprécie tellement les valeurs de notre beau pays. Ah, et puis en œuvre d'art, on peut citer le magnifique cœur rouge de 9 mètres de haut, porte de Clignancourt, d'une modique somme de 650 000 €, ou les tulipes de 12 mètres de haut de l'américain Jeff Koons dans le jardin des Champs-Élysées pour rendre hommage aux victimes des attentats de 2015 et de 2016. Si vous ne voyez pas le rapport entre l'œuvre et l'hommage aux victimes, c'est que vous manquez de vision artistique. Ah, la voiture. Le cauchemar des écolo-bobos, ces mêmes écolo-bobos qu'on retrouve l'été à faire du stop sur les gros ronds-points et au bord de l'autoroute quand ils veulent partir en vacances, parce que la voiture ça pollue, mais que quand ils en ont pas besoin. Anne Hidalgo, comme toute bonne écolo qui se respecte, ne déroge pas à la règle. Pendant sa campagne de 2020, elle promouvait l'idée d'un Paris 100% vélo. Elle annonçait vouloir supprimer 70 000 places de parking sur les 140 000 places en surface, histoire que ce soit bien galère de se garer, qu'on tourne 2 fois plus en rond qu'avant et qu'on pollue 2 fois plus. Aujourd'hui, nous suivons la famille Solaro, qui depuis 13 ans tourne dans les rues de la ville Lumière, à la recherche d'une place de stationnement. Elle a triplé le tarif de stationnement pour les SUV grâce aux 95% de Parisiens s'étant abstenus, sauf qu'un SUV c'est un véhicule qui pèse plus de 1,6 tonnes, donc ça concerne aussi les voitures électriques qui sont souvent plus lourdes que les voitures thermiques. Pétalogique. Ensuite, on peut parler de la vignette critère, qui pénalise ceux qui n'ont pas les moyens de s'offrir une voiture récente, les obligeant à s'entasser dans le RER et le métro, contenant 10 fois plus de particules fines que l'extérieur. On se rappelle d'ailleurs cette vidéo intemporelle où la mère, assise confortablement dans son taxi, encourageait tout le monde à faire comme elle et emprunter les transports en commun. Et moins il y aura de voitures particulières, plus les gens prendront le taxi, donc on est ensemble. N'oublions pas les réaménagements des voiries, complètement what the fuck, comme la place de la Bastille où les bus peinent à circuler. On peut aussi citer la création de la méga piste cyclable rue de Rivoli, quasiment vide, ne laissant qu'une voie unique aux véhicules motorisés, résultat des bouchons monstres qui entraînent une pollution plus importante. Parlons maintenant des nids de poules qui se multiplient de plus en plus. Delphine Burkli, maire LR du 9e arrondissement, expliquait en 2019 que la mairie avait diminué de 64% le budget alloué à l'entretien de la voirie. Ah oui, quitte à décourager les voitures à circuler dans la capitale, autant être le plus dissuasif possible. À vous de choisir, donc soit vous prenez le métro, soit vous défoncez vos amortins. Le Tactygate, une ombre sur le tableau déjà pas très lumineux de notre chère Anne Hidalgo. Du 15 octobre au 5 novembre dernier, l'édile se rend en Nouvelle-Calédonie, puis en Polynésie française, pour inspecter les infrastructures de l'épreuve de surf au JO. Sauf que elle prolonge son séjour pour rendre visite à sa fille qui habite dans le Pacifique et ne se rendra jamais sur le chantier à cause du, je cite, climat de tension sur place. Parmi ces 3 semaines de voyage, un peu moins d'une semaine est consacrée à ses engagements professionnels, et le reste, c'est des petites vacances bien sympathiques. Rachida Dati et son équipe en profitent bien sûr pour tacler la maire de Paris, en particulier sur son bilan carbone, car depuis sa réélection en 2020, elle a fait pas moins de 20 voyages dans le monde, et l'association AC Anticorruption porte plainte contre X pour détournement de fonds publics. Devant l'ampleur de la polémique, la mairie de Paris tente de se justifier, sauf qu'elle s'enlise dans les faits et les dates, et elle publie une photo d'une rencontre entre Hidalgo et des élus polynésiens qui, comme le précisera par la suite la présidence de la Polynésie française, n'avait rien d'officiel. Bref, situation pas ouf pour la mairie de la capitale, qui publie par la suite un texte de justification dans lequel elle précise le coût du voyage et la programmation détaillée de la partie officielle de ce déplacement. Loin d'apaiser les foules, cette publication fait encore plus grincer des dents, forcément quand on voit que le voyage d'Hidalgo et de sa délégation parisienne de 6 personnes a coûté 60 000 €, il y a de quoi remettre en question les déclarations de Pierre Rabadan, adjoint à la mairie, qui affirme qu'ils ont voyagé en classe éco et qu'ils ont logé dans des hôtels, je cite, confortable, mais pas particulièrement luxueux. J'imagine que la signification de confortable n'est pas la même pour eux que pour vous et moi. Hidalgo précise ensuite que la partie plaisance de son voyage a été financée à ses frais, tout comme son billet retour, ce qui n'est pas le cas de 2 autres membres de la délégation, ayant eux aussi prolongé leur voyage dans un cadre privé, mais qui se sont fait payer leur billet retour par la mairie de Paris. Une enquête a été ouverte par le parquet national financier en novembre pour prise illégale d'intérêt et détournement de fonds publics, et l'hôtel de ville a été perquisitionné en mars. Affaire à suivre. S'il y a une chose qu'Hidalgo aime bien, c'est mettre ses copains à l'abri. C'est ainsi qu'en 2014, des élus qui avaient perdu leur place sur les listes lors des municipales et fait une croix sur leur poste de conseiller de Paris ont fini par retrouver un siège aux côtés de la nouvelle maire Anne Hidalgo. Selon un communiqué de l'époque du Front National, ça aurait été le cas pour 12 directeurs d'administration, 8 directeurs de SEM ou d'établissements publics municipaux et 2 secrétaires municipaux adjoints. Ce sont des chiffres à prendre avec des pincettes car ils ne donnent pas de nom et que le but d'un parti d'opposition c'est de tacler son adversaire.
D'ailleurs, le FN n'était pas le seul à dénoncer ces recrutements. C'était aussi le cas de Nathalie Kosciusko-Morizet, ancienne rivale d'Hidalgo au municipal de 2014, qui avait écrit une lettre au préfet en dénonçant des anomalies juridiques dans le recrutement des recalés des élections municipales. Voici les 4 noms d'élus recasés que j'ai trouvés dans un article du Parisien de 2014. On retrouve Sylvain Garel, ex-président du groupe Europe Écologie Les Verts au Conseil de Paris, qui devient chargé de mission à la Direction Générale des Relations Internationales. Fabienne Giboudot, ex-maire adjointe chargée des espaces verts et qui n'avait pas encore de fonction précise quand elle s'est fait embaucher et qui a été nommée par la suite chargée de mission Ville Intelligente. Romain Lévy, socialiste, qui à peine élu au conseil d'arrondissement du 6e avait démissionné. Comme pour Fabienne Giboudot, il n'avait pas de fonction précise au moment de son embauche et depuis il travaille à la société d'exploitation de la Tour Eiffel. Et enfin, l'embauche qui avait provoqué le plus de remous était celle du communiste Pierre Mansat, ex-adjoint de Bertrand Delanoë. La droite s'était demandé pourquoi, pour s'occuper du Grand Paris, Mansat n'avait pas été nommé simple chargé de mission pour une durée limitée, comme c'est l'usage, mais s'était retrouvé propulsé à l'inspection, un poste plutôt pérenne et bien évidemment plus lucratif, avec une rémunération de 7 000 à 8 000 € net mensuels. Plus récemment, c'est l'ancien directeur de cabinet d'Hidalgo, Mathias Vichera, qui hérite en 2016 d'un taf en or à la SNCF. Pour lui, on a créé un nouveau poste, directeur général adjoint en charge de projet de l'entreprise et de la communication. Pour quelqu'un qui n'a aucune expérience du rail et qui n'a jamais été directeur de communication d'aucun groupe, c'est franchement pas mal. Et le dernier copinage en date, c'est l'affaire de la Tour Triangle, ce projet urbain assez délirant qui a valu à l'hôtel de ville de se faire perquisitionner dans le cadre d'une enquête du parquet national financier pour soupçon de favoritisme dans le contrat d'exploitation du parc des expositions. Affaire également à suivre. Chaque année depuis sa réélection en 2020, Hidalgo et sa majorité attribuent presque 300 millions d'euros de subventions à des associations. Et quelles associations? On retrouve le copinage, bien sûr, avec par exemple les 30 000 € versés à J'accueille, l'asso de Benoît Hamon, ancien candidat PS à la présidentielle de 2017. Faut pas pleurer, on va rebondir. Ou les 100 000 € versés au Pierrot de la Nuit, l'asso d'Emmanuel Coblence, membre de la majorité municipale. On retrouve bien sûr les assos LGBT+, pour qui la mairie a d'ailleurs doublé le montant des subventions en 2020 pour atteindre les 400 000 €. Pour n'en citer que quelques-unes, l'Inter-LGBT qui organise la Gay Pride, SOS Homophobie, l'asso qui a porté plainte contre Marguerite Stern et Dora Muto pour leur enquête Transmania, ou encore le festival du film lesbien qui avait proposé en 2015 un film intitulé Tutorial Crash Pads Guide to Fisting, je cite, rencontre entre le porno queer et l'éducation sexuelle dans ce premier guide filmé du fist. Ensuite, on retrouve les assos pour les droits des réfugiés. Lors du dernier Conseil de Paris, Transparence Citoyenne nous apprend qu'elles étaient 192 à obtenir des subventions par la mairie de Paris pour un montant total de 3,25 millions d'euros. La grande championne étant France Terre d'Asile, qui depuis 2013 a reçu 7,7 millions d'euros. Mais n'oublions pas de citer les 37 000 € qu'a reçu l'asso Fasti, pas très Charlie, cet asso qui avait rappelé que les attentats du 13 novembre 2015 étaient la conséquence de la politique économique et sociale de la France qui paupérise toujours davantage les quartiers populaires dans le cadre de discours médiatiques stigmatisants. Je peux aussi citer les 6 000 € donnés aux amis des migrants suédophones en France. Attention, le titre est trompeur, car ces immigrés suédois sont en fait pour la grande majorité d'entre eux des immigrés afghans. Ensuite, chers parisiens qui regardez cette vidéo, vous serez ravis d'apprendre que votre argent fait le tour du monde. Il a servi à financer l'asso Quartier du Monde, 15 000 € pour, je cite, et je bois un peu avant, essaimer le modèle de développement alternatif durable avec perspective de genre de la Mesa Unza Una, qui consiste à renforcer la gestion collective des ressources naturelles via une approche écoféministe autour d'activités d'agriculture urbaine, de gestion des déchets et la création d'espaces de dialogue sur le changement climatique et le genre à Suba en Colombie. Des questions. Vous avez aussi permis à l'asso Globe de favoriser l'inclusion sportive et artistique de jeunes ayant une déficience intellectuelle à Mumba, au Sénégal, à l'asso Appli for Dev de mettre en place un rucher pour les femmes leaders de Tanjouaré, ville togolaise de 17 000 habitants, ou encore à l'asso Wado Academy de former 8 professeurs.e.s de karaté pour qu'ils diffusent une partie adaptée à des publics variés au sein de la communauté rurale d'Amboimanga Kelly à Madagascar. Pour rappel, la dette parisienne est à plus de 8 milliards d'euros et a plus que doublé depuis 2014. On continue. Bon, cette partie-là ne concerne pas la mère Hidalgo, mais la candidate au présidentiel Hidalgo. C'est un mini peu hors sujet, mais pas tellement, car si on joue sur la sémantique, se présenter aux élections présidentielles fait en effet partie des pires décisions qu'elle a prises en tant que maire de Paris. Regardez ce que j'ai fait à Paris, imaginez ce que pourrait être le pays. Bon, déjà dès le début ça coince. Plusieurs banques, dont la banque historique du PS, le Crédit Coopératif, refusent de lui accorder un prêt pour le financement de sa campagne à cause de son score abyssalement bas dans les sondages. Bien heureusement pour eux, le déni de réalité existe et la direction du PS reste optimiste en affirmant qu'elle peut faire campagne sans banque. Pas sûr de ça. Il y a aussi ce retournement de veste spectaculaire concernant l'union de la gauche. Mais vous savez très bien qu'aujourd'hui, une union qui serait perçue
comme artificielle parce qu'il y a des candidats qui depuis très longtemps sont déclarés, ne fonctionnerait pas. Il faut organiser une primaire de cette gauche. Sa proposition se fera rejeter par tous les autres candidats de gauche. Malgré tout, Hidalgo persiste dans son rêve à la présidence et pour tenter d'exister médiatiquement, s'essaie à des petites sorties sur les réseaux sociaux, comme celle-ci, qui atteint des sommets de malaise. Quand les machines remplacent les humains, ça va pas, quoi. On peut également parler de cette séance de dédicace aux côtés de François Hollande, à la foire du livre à Brive-la-Gaillarde, où tous deux étaient venus signer leurs livres respectifs. Pour l'ancien président, c'est un succès. La maire de Paris, elle signera une dizaine de bouquins tout au plus. Bouquin Une femme française qui se vendra à 1800 exemplaires en un mois, soit 100 fois moins que La France n'a pas dit son dernier mot d'Éric Zemmour. Et l'humiliation ultime pour Hidalgo sera évidemment son score au présidentiel, 1,75%, soit presque 2 fois moins que Jean Lassalle. Scandale démocratique. C'est un scandale démocratique. En 2024, Paris obtient la médaille de bronze des villes les plus dangereuses de France derrière Lille et Saint-Denis, elle aussi dirigée par des maires qui ont leur carte au Parti Socialiste. Coïncidence? Je me mouille pas, je vous laisse en décider en commentaire. L'usage et le trafic de drogue ont nettement augmenté dans la capitale ces dernières années, avec une hausse de 13,7% rien qu'entre 2022 et 2023. Certains quartiers parisiens sont devenus invivables pour les habitants, et certains vont même jusqu'à porter plainte contre la mairie. Et le gros problème dans la ville lumière, c'est surtout le crack. Je vous apprends rien. Mais du coup, quelle a été la bonne idée de la maire socialiste pour mettre fin à cette gangrène? Eh bien la même qu'ont eu les maires NUPES de Strasbourg, Bordeaux ou Marseille, ouvrir des salles de shoot, dont l'un est prévu à proximité directe d'une école. Même si, à part un rapport de l'INSERM coordonné par une sociologue pro-salle de shoot et pro-légalisation du cannabis, il n'existe aucune étude sur le plan international prouvant l'efficacité de ces dites salles de shoot. Car si le rapport conclut à une absence de détérioration de la tranquillité publique depuis l'implantation des structures, la réalité est tout autre. Je vous invite à regarder les reportages du Média pour tous pour voir ce qu'il en est réellement. Scène de shoot en pleine rue, bagarre, seringues ensanglantées retrouvées sur le trottoir, pas vraiment ce que j'appelle une absence de détérioration de la tranquillité publique. Et malgré les 25 millions d'euros au lieu des 9 initialement prévus qu'a coûté le plan crack dans le nord de Paris en 2019, les toxicos sont toujours aussi nombreux et font toujours autant de nuisances. Ensuite, Anne Hidalgo a supprimé les gardiens aux abords des squares et des jardins, donc maintenant en plus de devenir des friches, certains jardins deviennent aussi des points de deal et des coupes-gorges dans lesquels mères et enfants ne veulent plus mettre les pieds. Et une autre bonne idée, c'est celle de refuser le port d'armes de la police municipale parisienne. Hidalgo préférait interpeller Castaner en 2020 contre les violences policières et dire que l'insécurité dans la capitale relevait de la police nationale. C'est jamais sa faute, c'est toujours celle des autres. L'insalubrité de Paris a été médiatisée dans le monde entier après la grève des éboueurs de 2023 qui avait transformé la ville en poubelle à ciel ouvert. Mais ce surnom de ville poubelle avait déjà été donné à la capitale en 2019 dans le quotidien britannique The Guardian qui qualifiait Paris comme étant l'homme le plus sale d'Europe. Un surnom qu'Hidalgo n'avait pas vraiment apprécié et dont elle s'était dédouanée en appelant les Parisiens à se prendre en charge, affirmant qu'on ne pouvait pas mettre un éboueur derrière chacun d'entre eux et que par ailleurs le nombre des agents de propreté avait augmenté donc on ne pouvait rien lui reprocher. Sauf qu'après des critiques de plus en plus sulfureuses et un sondage montrant que 80% des Parisiens trouvaient leur ville sale, dont 90% des habitants des arrondissements du nord-est de la capitale, la maire a finalement compris que c'était un vrai sujet de préoccupation pour ses possibles électeurs. Elle promet donc en 2020, lors de sa campagne municipale, qu'elle doublera le budget alloué à la propreté d'ici la fin de son mandat en 2026, passant ainsi de 570 millions à plus d'1 milliard. Et la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. En tout cas, pour Rachida Dati, la première étape pour financer le budget propreté serait déjà de ne pas détourner 10% des recettes des taxes d'enlèvement des ordures ménagères et de balayage pour combler d'autres déficits. Ensuite, outre les poubelles, il y a le problème des rats, ou des surmulots pour Douchka Markovic, élu animaliste du 18e. Et oui. Il faut, je cite, lutter contre les préjugés. C'est pour ça qu'au lieu d'exterminer les 5 millions de surmulots qui gangrènent la capitale, chose qu'avait tenté de faire la mairie en 2017 en mettant en place un plan de 1,5 million d'euros qui avait lamentablement échoué, Hidalgo a créé un groupe de travail sur la cohabitation avec les rats. Regardez comme ils sont trop mignons, qui ne voudrait pas partager son quotidien avec eux, arrêtons de les stigmatiser. Bon, et puis la dernière chose dont je parlerai, c'est la baignade dans la Seine. Pour prouver que sa promesse d'une Seine propre avant les Jeux n'est pas qu'une chimère et que les triathlètes anglais ont tort de consommer un max de yaourt et de probiotiques pour faire face aux nombreuses bactéries qu'ils devront affronter dans ces eaux d'un bleu lapis-lazulien, la maire de Paris a décidé d'y faire un plouf le 23 juin prochain. Chose qui paraît très peu probable, pas parce que nombre d'internautes se sont rassemblés sous le hashtag Je chie dans la Seine le 23 juin, mais surtout parce que ces derniers n'en auront même pas besoin puisque le fleuve est déjà contaminé par les déjections fécales, comme l'indique la présence 2 fois trop importante de la bactérie E. coli,
dans ces eaux, ce qui pourrait causer à ceux qui s'y baignent des conjonctivites, des gastroentérites ou encore des staphylocoques. Et à ça s'ajoutent les 50 000 litres d'eau usée qui se sont récemment déversés dans la Seine après une panne de pompe d'évacuation à Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines, contenant une quantité astronomique de lingettes, de coton-tige, de serviettes hygiéniques et de tampons qui chatouilleront les pieds de la mer si dans son déni habituel, elle persiste à croire que plonger dans la Seine est sans danger. Vas-y Anne, on te regarde. 10 flops, c'est à la fois beaucoup et à la fois peu. J'aurais pu vous parler de la dette astronomique de Paris, de l'augmentation de plus de 50% de la taxe foncière, ou du fait qu'Hidalgo a choisi de racheter des immeubles du 16e arrondissement au prix fort pour les transformer en logements sociaux. Mais tout ça, je compte sur vous pour le rajouter en commentaire, ainsi que toutes les autres inepties que la maire de Paris a faites ou dites. Sur ce, bon week-end et votez bien.